Pourquoi la côte nord de l'Australie est-elle si absurdement vide? Ce ne sont pas des millions de personnes qui évitent ce vaste territoire à cause de la chaleur intense ou de la faune sauvage. Loin de là. La véritable raison pour laquelle ce lieu reste si désert est une puissance naturelle absolument dévastatrice, qui peut tout raser sur son passage en seulement quelques minutes. Alors que l'on vit très confortablement au sud du pays, à Sydney, Melbourne ou Perth, la partie septentrionale du pays demeure quasiment inhabitée, car elle est située dans une zone cyclonique extrêmement dangereuse. C'est aussi redoutable que ça en a l'air. C'est une zone à haut risque pour d'énormes tempêtes tropicales. Oui, on peut y bâtir une ville, mais ce serait comme attendre un inévitable compte à rebours. L'histoire nous a montré à quel point c'est dangereux. Les données géographiques de la ville de Darwin en 1974 sont terrifiantes. C'était la veille de Noël quand le cyclone Tracy a frappé, et les résultats furent absolument apocalyptiques. Il n'a pas seulement endommagé la ville, il l'a presque totalement rayée de la carte. 70% des bâtiments furent détruits en quelques heures et plus de 30 000 personnes évacuées. En fait, ce fut l'une des plus grandes opérations en temps de paix de l'histoire. Darwin a dû être entièrement reconstruite de zéro. Et abonnez-vous! Revenons à la question de la création de nouvelles villes dans le nord du pays. La technologie permet de bâtir des maisons plus solides, mais cela coûte très cher. C'est ce qu'on appelle la barrière financière de la zone cyclonique. C'est ce qui paralyse tout le système. Cette menace constante pousse le gouvernement à garantir que le scénario de Darwin ne se reproduira pas. Chaque nouveau bâtiment au nord doit être fortifié et certifié anticyclone selon la loi locale stricte. Cela rend la construction de base ridiculement coûteuse dès le premier jour. Mais supposons que nous construisions un nouveau bâtiment solide. Maintenant, essayez de l'assurer. C'est extrêmement cher, car les assureurs savent que c'est une zone à haut risque. Il est impossible pour la plupart des familles et petites entreprises d'y posséder un bien. Ce n'est pas moins cher pour les infrastructures publiques. Routes, réseaux électriques et ports sont régulièrement détruits par les tempêtes saisonnières. Construire une ville tout entière ici revient à dilapider inutilement des milliards, dans un projet voué à être totalement dévasté par les eaux chaque année qui se succèdent. Vous savez maintenant pourquoi cette partie de la carte de l'Australie semble si vide. Le nord de l'Australie jouit d'un emplacement exceptionnel, en bordure immédiate de certaines des routes commerciales les plus fréquentées au monde, où transitent chaque année des milliers de milliards de dollars de marchandises. Avec une telle effervescence, on s'attendrait à ce que ce vaste littoral regorge de gratte-ciel, de centres commerciaux et de banlieues étendues. Or, ce territoire demeure presque désert. Comment l'expliquer? Très bien. Avant que vous ne couriez aux commentaires pour crier que ce n'est pas vrai, clarifions un point. Il existe bien quelques villes notables dans le nord. Citons notamment Darwin, qui abrite environ 150 000 habitants, ou encore Townsville, dont la population avoisine les 200 000. Cela dit, soyons lucides, il serait exagéré de qualifier ces agglomérations de villes majeures. Les grandes métropoles sont généralement définies comme des zones comptant au moins 1,5 million d'habitants, à l'image de Sydney, Melbourne ou Perth. Or, si vous les observez attentivement, vous remarquerez un point commun évident. Toutes ces villes se trouvent dans la moitié sud du pays. Le fait est que l'Australie est un territoire immense, couvrant un peu moins de 7,8 millions de kilomètres carrés, ce qui équivaut à environ 5% de la surface terrestre mondiale. Pour vous donner une idée concrète, on pourrait faire tenir près de 60 fois l'Angleterre dans les limites de ce pays. Pourtant, l'Australie figure aussi parmi les pays les moins densément peuplés au monde. Les zones rouges que vous voyez représentent les principaux foyers de population. Autrement dit, l'intérieur du continent est presque vide. Cela s'explique principalement par le climat rude qui caractérise cette zone, composée de régions désertiques et semi-arides. L'air y est extrêmement sec la majeure partie de l'année, les précipitations sont rares, et l'approvisionnement en eau y représente donc un défi majeur. En été, les températures journalières moyennes se situent généralement entre 36 et 39 degrés Celsius. Dans de telles conditions, la perspective de vivre au bord de la mer devient soudain bien plus séduisante. La quête de températures plus clémentes explique en partie pourquoi la majorité des Australiens se regroupent le long des littoraux. Fort bien, mais songez-y.
L'Australie est entourée d'océans de toutes parts. Pourtant, sans raison évidente, c'est le littoral sud qui attire les habitants, pas celui du nord. Ce choix semble peu rationnel. Observez plus attentivement Darwin. Cette ville se situe en réalité plus près de l'Indonésie que de Canberra, la capitale australienne. Or, il s'agit de la 4e nation la plus peuplée du globe, dotée de l'une des économies à la croissance la plus rapide. Plusieurs facteurs soutiennent cette dynamique. D'importantes ressources minières, une population nombreuse en âge de travailler, ainsi qu'un développement marqué dans les secteurs de la fabrication, du commerce et des services numériques. En réunissant tous ces éléments, les projections estiment une croissance économique annuelle moyenne de 4,8% sur les 2 prochaines années. En vérité, les analystes considèrent que l'Indonésie, et plus largement l'Asie du Sud-Est, figurera parmi les partenaires économiques les plus stratégiques pour l'Australie au cours du prochain siècle. Nous revoilà donc face à cette question. Pourquoi la région nord de l'Australie ne s'est-elle jamais muée en une métropole prospère, tirant parti de sa proximité stratégique avec l'Asie? Il y a plusieurs raisons à cela, et pour commencer, le climat. Cette partie du pays est soumise à un régime tropical, ce qui signifie 2 choses, une chaleur constante et une forte humidité. Durant la saison des pluies, il tombe des quantités d'eau absolument considérables. De violentes tempêtes frappent soudain la région. Certes, ces orages peuvent offrir un spectacle saisissant, mais la situation devient vite tendue. Car à ce niveau, la pluie entraîne des inondations, parfois sévères. Cela conduit à la fermeture des routes et à l'isolement de certaines localités. Les producteurs rencontrent alors des difficultés de distribution, et les rayons des magasins peuvent se retrouver vides. Un véritable effet domino. L'après-midi, l'air devient si saturé d'humidité que l'on a l'impression de déambuler enveloppé dans une couverture tiède et détrempée. Durant la saison des pluies, le taux d'humidité dépasse fréquemment les 70%. Mais la moiteur n'est pas le seul désagrément. Cette chaleur constante, alliée à l'humidité, accélère considérablement la dégradation des infrastructures. La saison des pluies correspond également à la période des cyclones tropicaux. Ces phénomènes peuvent durer plusieurs jours, voire s'étendre sur des semaines, en suivant des trajectoires chaotiques et difficilement prévisibles. Ils s'accompagnent de menaces multiples, vents violents, pluies torrentielles et fortes marées de tempête. Quelques mois plus tard vient la saison sèche. L'humidité disparaît, les précipitations se font rares. Les mêmes marécages s'assèchent alors sous l'effet du soleil accablant, laissant place à une terre fissurée. Cela engendre des nuages de poussière, accroît les risques d'incendie et accentue les tensions autour des ressources en eau. Un climat aussi extrême peut convenir à de petites localités ou à certaines entreprises isolées, mais il devient un obstacle majeur à l'essor d'une grande agglomération. Une métropole exige des infrastructures solides ainsi qu'un accès constant à l'eau et à l'énergie, ce que le Nord ne garantit en rien. Le coût d'un tel projet urbain serait exorbitant, d'autant qu'il n'existe pas de population locale suffisante pour en financer l'entretien. Certes, des compagnies minières exploitent les ressources du Nord, qu'il s'agisse de gaz, de minéraux ou d'autres matières premières, mais elles ne fondent pas de villes à proprement parler. Elles édifient des camps temporaires, où les employés séjournent quelques semaines avant de repartir. Ainsi, malgré la richesse de la région, aucune dynamique urbaine n'en découle. Venons-en à la seconde explication de l'absence de grandes métropoles dans le Nord, son isolement extrême. Il est certes plus proche de l'Asie, mais cela demeure un tout autre continent. Par rapport aux centres majeurs du pays comme Sydney ou Melbourne, le Nord est terriblement éloigné. Le manque historique d'infrastructures routières et ferroviaires y a longtemps freiné le développement, et certains estiment aujourd'hui qu'il s'agit d'un cas typique de « trop peu, trop tard ». Car, voyez-vous, lors de la première colonisation britannique de l'Australie en 1788, les choix effectués furent pragmatiques. Au fil du temps, les colons se sont établis dans des lieux dotés de ports sûrs, d'un climat tempéré et d'un sol fertile. Autant de caractéristiques qui faisaient défaut à la côte nord. Les premières tentatives d'implantation de villes dans cette région, telles que Port Essington et Fort Wellington, ont lamentablement échoué, victimes des maladies, de l'isolement et des conditions rigoureuses. Seul Darwin a réussi à perdurer, mais, comme on l'a déjà mentionné, elle n'a jamais pris l'ampleur d'une métropole majeure. Cela ne signifie toutefois pas que la région était dépourvue d'habitants avant l'arrivée des Européens. Et c'est ici que s'impose la troisième raison, les zones protégées.
Le Nord a longtemps été le territoire de divers peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres, des groupes présents depuis des millénaires, bien avant l'arrivée britannique. Au fil des ans, de nombreuses régions sont restées sous la propriété traditionnelle ou ont conservé une importance capitale pour les communautés aborigènes. Encore aujourd'hui, une large part du nord de l'Australie se compose de terres autochtones, de parcs nationaux ou de zones protégées. Ces territoires jouissent d'une protection juridique, de sorte que toute tentative de développement se heurte à des accords légaux complexes et fait courir le risque d'altérer des lieux d'une valeur culturelle et spirituelle immense. En d'autres termes, il n'est pas aisé de débarquer en déclarant « Hey, construisons une métropole gigantesque juste ici ». Pourtant, cette idée n'a jamais cessé de traverser les esprits. Des experts ont régulièrement proposé des projets visant à ouvrir cette région au développement. Beaucoup de ces initiatives ont échoué, essentiellement à cause des raisons déjà évoquées tout au long de cette présentation. Même en 2025, l'isolement du Nord demeure un obstacle. Mais cela n'exclut pas la possibilité d'un développement futur. Aujourd'hui, un regain d'intérêt souffle sur ce vieux rêve, et le plan d'action pour le nord de l'Australie s'efforce de résoudre ce casse-tête. Les autorités investissent des milliards dans les routes, les ports et les infrastructures, espérant ainsi développer des secteurs comme les énergies renouvelables, les minerais et l'agriculture, tout en collaborant étroitement avec les communautés aborigènes du Nord. Cette vision ambitieuse pourrait enfin transformer cette vaste région sauvage en une frontière prospère. Pour l'heure, cependant, il faut se résoudre à considérer que le Nord demeure avant tout une terre sauvage, rythmée par des tempêtes puissantes, des paysages majestueux et une faune unique que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. Voici l'Australie, et ici, un peu au sud, se trouve sa partie insulaire, la Tasmanie. C'est une île immense, dotée d'une nature belle et riche, d'une météo agréable et d'une cuisine délicieuse. Mais pour une raison ou pour une autre, il se trouve que très peu de gens y vivent. Quelque chose fait que les gens quittent cet endroit. Quelque chose empêche les gens de venir s'y installer. Et ce quelque chose est, découvrons-le. Donc, la population de la Tasmanie dépasse à peine le demi-million de personnes. Ce n'est pas beaucoup. En fait, la Tasmanie est l'État le moins peuplé d'Australie. Mais c'est la 26e plus grande île du monde. Sa superficie est à peu près égale à celle de l'Irlande ou de la Suisse. Dans d'autres États, la superficie est beaucoup plus petite et il y a beaucoup de monde. Par exemple, plus de 8 millions d'habitants vivent en Nouvelle-Galles du Sud, plus de 7 millions dans le Victoria et plus de 5 millions dans le Queensland. De plus, l'Australie continentale est beaucoup plus susceptible de souffrir d'incendies et d'un soleil de plomb. La Tasmanie a un climat assez frais et une nature incroyable. Alors pourquoi? Pourquoi si peu de gens vivent-ils ici? Visitons la partie sud-est de la Tasmanie où se trouve la péninsule de Tasman. Si vous regardez sur la carte, vous verrez qu'il y a la mer de Tasman et puis l'immensité de l'océan Pacifique. On dirait donc que Port Arthur, que nous allons visiter, se trouve au bout du monde. Autrefois, il y avait ici la prison officielle de Tasmanie, ouverte en 1830. Les prisonniers y purgeaient leur peine et travaillaient dans un poste d'exploitation forestière. C'était un travail pénible, et nombreux sont ceux qui y laissaient leur peau. Imaginez ce qui se passait à l'intérieur des murs de cette prison, et le nombre de ceux qui y sont restés pour toujours est effrayant. Mais réfléchissez. La péninsule de Tasman se trouve au bord du monde. Il n'y a presque rien ici à part la nature sauvage. Les prisonniers y arrivaient sur des navires et passaient de longues heures à effectuer un travail harassant. Il n'y avait ni climatisation ni lit douillet. Il n'y avait aucun espoir de s'échapper. Certains gardiens étaient extrêmement cruels. On mourait de faim. Les morsures de serpents venimeux étaient fréquentes. Et il n'y avait nulle part où s'échapper. La prison a fermé ses portes en 1877. Mais encore aujourd'hui, elle inspire l'horreur chez les touristes qui la visitent. Non seulement à cause de son aspect et de son histoire, mais aussi à cause des phénomènes étranges qui s'y déroulent. Selon certaines rumeurs et légendes, les esprits des prisonniers hantent le territoire de Port Arthur. Et le lundi matin, on peut entendre les cloches sonner dans la vieille église en ruine du lieu. Mais en réalité, il n'y a là plus aucune cloche depuis bien longtemps. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs et rien n'a jamais été confirmé, mais vous pourriez vous sentir très mal à l'aise dans cet endroit à cause de son passé sinistre et de son ambiance lugubre. Port Arthur est l'un des endroits les plus mystérieux de Tasmanie, mais il y a quelque chose de pire. Bienvenue à la Franklin House. C'est un grand domaine avec des jardins et un immense édifice. Il est possible qu'au moment même où vous franchirez son seuil, vous souhaitiez faire demi-tour.
il y a beaucoup d'antiquités ici, mais il y a aussi quelque chose de furtif et de sinistre dans l'air. Cette maison a été construite par un ancien détenu. 4 ans après avoir fini les travaux, celui-ci loua la maison à un enseignant qui la transforma en une académie pour garçons. On ne sait pas ce qui s'est alors passé entre les murs de ce bâtiment, mais aujourd'hui, selon les rumeurs, des phénomènes mystérieux s'y produisent. Des objets se déplacent d'eux-mêmes, des salles vides résonnent de bruits étranges, et on aperçoit parfois l'ombre de silhouettes humaines dans les couloirs. De plus, selon ce qu'affirme une entreprise à but non lucratif, qui étudie les phénomènes mystérieux, il y aurait un haut niveau d'activité électromagnétique dans cette maison. Qu'est-ce que cela signifie? La nature? Le temps? Ou des fantômes? Choisissez vous-même ce que vous voulez croire. Bien, il y a 2 endroits effrayants en Tasmanie. Mais la raison pour laquelle les gens quittent cet endroit est différente. Nous nous en rapprochons de plus en plus. Hobart est la capitale de la Tasmanie, et il y a ici une ancienne prison où l'on organise encore aujourd'hui des visites guidées. Les touristes s'y rendent pour se donner des frissons, car ici, les peines les plus terribles furent purgées. On dit qu'il y flotte d'étranges odeurs, que des ombres vacillantes et une atmosphère effrayante, rendant cet endroit terrifiant. Donc oui, si vous êtes un touriste à la recherche de sensations fortes, vous vivrez ici une expérience intéressante. Mais si vous êtes un habitant et que vous vivez dans le coin, tout ça pourrait peut-être vous déranger. Bien sûr, une vieille prison abandonnée n'est pas une raison suffisante pour repousser les gens loin de cette grande île pittoresque. Il y a une raison plus importante. Il y a une ville en Tasmanie appelée Richmond. D'après les légendes locales, George Grover y vivait autrefois. C'était un agent de sécurité qui avait pour tâche de maintenir l'ordre lors de la construction du pont de Richmond, qui fut construit par des condamnés. George Grover était un homme malveillant qui traitait les prisonniers avec cruauté. Un jour, les prisonniers décidèrent de se venger de lui et le poussèrent du pont. Depuis lors, des rumeurs circulent. L'esprit de George Grover errerait sous le pont avec son grand chien noir et blanc, qu'on appelle le chien de Grover. Les touristes et les habitants ont rapporté avoir vu ce méchant agent de sécurité la nuit. Il ne leur faisait aucun mal, mais il leur faisait très peur. De nombreux événements terribles liés à des prisonniers évadés ont également eu lieu sur l'île. Ainsi, à en juger par son histoire, il y a eu beaucoup de douleur et de misère en Tasmanie. Cela s'en ressent peut-être sur l'énergie globale de l'île. Mais est-ce la raison pour laquelle si peu de gens viennent s'y installer? Maintenant, nous allons enfin découvrir l'explication la plus terrifiante. Vous êtes prêts? Veuillez vous éloigner des écrans si vous avez le cœur sensible. Il n'y a presque pas de connexion Internet dans certaines parties de cette île. Bouh! Le signal est très faible et peu fiable, ce qui rend impossible le travail à distance et le visionnage, par exemple, de nos super vidéos. En outre, la Tasmanie est séparée de l'Australie par le détroit de Bass, ce qui crée des difficultés logistiques pour le commerce et les voyages. Aujourd'hui, en 2025, accepteriez-vous de vivre sur une immense île dotée d'une très mauvaise connexion Internet? Vous devrez également payer plus cher et attendre plus longtemps si vous commandez quoi que ce soit sur le continent. L'une des principales sources de revenus est le tourisme. De plus, le prix des locations est en hausse constante, notamment dans les villes principales. En raison des difficultés logistiques, les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité augmentent eux aussi. Un des plus grands problèmes, ce sont les listes d'attente dans les hôpitaux publics de Tasmanie. Les personnes ayant besoin de soins médicaux modernes doivent attendre longtemps pour une consultation. Sinon, elles doivent dépenser énormément d'argent pour se rendre sur le continent. La Tasmanie vieillit, de plus en plus de jeunes quittent les lieux. Aucune entreprise majeure n'a son siège social sur cette île. Il n'y a pas de grandes entreprises comme à Sydney et Melbourne, ce qui signifie qu'il y a peu d'opportunités de carrière. Les bas salaires et le chômage forcent les jeunes à déménager sur le continent. La baisse du niveau de vie crée de sérieux problèmes démographiques, ce qui est très mauvais. Moins il y a de gens, plus il est difficile de faire croître l'économie, de gérer l'agriculture et de donner à cette région la chance qu'elle mérite pourtant. Mais c'est également une bonne chose pour la nature. Environ 24% de la superficie de la Tasmanie est classée au patrimoine mondial. Ce territoire est l'un des derniers au monde à avoir des forêts tempérées humides. Il abrite également l'un des sites archéologiques les plus riches d'Australie. Des scientifiques ont trouvé des preuves que des gens vivaient ici il y a au moins 20 000 ans. Bien sûr, ces facteurs ne sont pas aussi effrayants que les histoires de maisons hantées, mais ils pourraient vous dissuader de déménager en Tasmanie. L'idée de vivre presque au bout du monde, entouré par les eaux infinies de l'océan, n'est pas très séduisante.
vous pourrez rencontrer des animaux uniques qui ne vivent nulle part ailleurs et voir des arbres incroyables. Par exemple, le centurion, qui est un eucalyptus, est l'un des arbres les plus hauts et les plus anciens du monde. Il fait environ 100 mètres de haut et il a près de 400 ans. La nature en Tasmanie est d'une beauté incroyable. La paix et le calme règnent en maître. En un sens, c'est un paradis. Mais soyons honnêtes, accepteriez-vous de vivre ici après tout ce que nous venons de mentionner? Espérons que les gens trouveront des moyens d'améliorer l'économie et la qualité de vie, afin que les jeunes cessent de déserter cette région.